à la fin de mes études, j'avais 21 ans. C'était des études de droit. J'avais envie de prendre le large et de partir loin. Tout s'était plus ou moins passé correctement jusqu'alors. Et on avait un très très grand professeur de droit qui était notre maître à tous. Maître parce qu'il simplifiait tous les éléments complexes du droit. Et c'était un homme excessivement bienveillant. Et il enseignait en Afrique. Et on a voulu l'y rejoindre. Et on est parti avec un groupe d'étudiants au Sénégal. On ne s'attendait absolument à rien. On était jeunes, innocents. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment été déçus. On est arrivé le premier jour sur l'île de Gorée. C'est l'île des esclaves. Et sur la pirogue, notre guide, qui s'appelle Babacar, nous voyait un petit peu stressés. On était stressés parce que la connexion était en edge sur le téléphone. Et il nous disait, détendez-vous. Vous avez une montre. Mais nous, on a le temps. Bon, c'était une boutade, hein. Mais ça m'a fait un petit peu réfléchir. On a continué le périple. On est allé donner des livres à une école d'enfants sourds, sourds-muets. On jouait au rugby avec les enfants et on leur a apporté des livres. Et eux, ils nous ont appris le langage des signes. C'était un moment excessivement fort. Et c'est vrai que les enfants qui avaient entre 8 et 15 ans étaient tous plus ou moins heureux. Bon, ils faisaient tous 30 km aller, 30 km retour pour aller à l'école. Bon, et ce jour-là, la directrice, parce qu'on l'a un peu interpellée sur le sujet, m'a dit, mais ils ne confondent pas le verbe être et le verbe avoir. Bon, c'est fort. Et puis on a été reçus par nos étudiants, enfin nos étudiants, les étudiants qui étaient nos homologues, qui faisaient le même master que nous, mais à Dakar. Et là aussi, on n'a pas été déçus. Ils nous ont reçus en costume 3 pièces, ils étaient beaux comme des astres. Et on était presque perturbés, parce que je pense vraiment qu'on n'était pas à la hauteur ce jour-là. Et ils nous ont pris individuellement et collectivement, et ils nous ont rappelé systématiquement à la fin des conversations, ils disaient, mais Cédric, on est ensemble. Systématiquement. Très fort. Il répétait souvent, on est ensemble. Et puis, ces 15 jours, c'était vraiment une parenthèse enchantée dans ma vie. Ça m'a permis de remettre un petit peu les valeurs où elles devraient être. Et je suis rentré en France. J'ai couru après le temps, comme vous tous. Et le temps, c'est le sujet de ce soir, mène la vie dure à ceux comme nous qui veulent le tuer. J'ai continué mes études et je suis devenu avocat. Bon. C'est pas une profession qui est une bonne presse, paraît-il, ça dépend. C'est une profession qui m'est chère parce que non seulement c'est la mienne, mais elle m'est tombée dessus avec beaucoup d'évidence et de violence. C'était ce que je voulais faire, c'était accompagner les chutes et les ascensions. Et ce jour-là, on a fait un repas avec 2 amis africains, le jour de ma prestation de serment. 2 amis que je connaissais, qui ne se connaissaient pas. Michel, un Ivoirien, et Issifou, qui était un Togolais. Et tous les 3 ont prêté serment. Et finalement, on a échangé, on a fait un petit apéritif après une prestation de serment. Et j'ai voulu, parce que je ne suis pas africain, savoir ce qu'ils pensaient de leur pays, de leur continent. Moi, ils m'avaient marqué. Et tous les 2, ils ont eu des réponses tout à fait différentes. Michel, c'est le pessimiste. Alors Michel, il avait un petit peu honte de ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Il me dit, tu sais, on pourra rien en faire, l'Afrique. C'est la corruption des élites. C'est le secteur informel qui est surdéveloppé, les gens ne déclarent rien. Il y a vraiment énormément de problèmes. Les jeunes n'arrivent pas à s'en sortir précisément parce que les États, souvent, je dirais, entretiennent souvent des corruptions et les intermédiaires sont excessivement compliqués à gérer. L'administratif est une pesanteur terrible. Et il me dit, je vois l'avenir de façon assez sombre. Bon, il disait des choses assez justes, somme toute, et je n'étais pas complètement en désaccord avec lui. Et puis, interroge Issifou, quel est ton avis? Il me dit, alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Il me dit, moi je suis complètement fou de mon continent. Il me dit,
Il me dit, on a ce lien, ce respect de la hiérarchie, le respect des anciens. C'est un thème qui va être abordé. Et il me dit, c'est vrai que chez nous, il y a un sentiment de fraternité très fort, on a tendance à faire confiance, peut-être un petit peu rapidement. Et c'est vrai qu'il me dit, ce sont là aussi des valeurs que je ne retrouve pas systématiquement en Europe. Et il me disait, Michel, tu ne devrais pas avoir honte du continent, tu verras, on va s'en sortir et on est ensemble. Répète. J'avais déjà entendu ça quelque part. Et puis, bon, chemin faisant, nos routes se sont un petit peu séparées, j'ai prêté serment. Je suis devenu avocat. J'ai défendu au début des criminels, et puis petit à petit, mon exercice a un peu évolué, et j'ai défendu des sociétés qui étaient souvent en lien avec les technologies, et je me suis associé au sein du cabinet, et j'ai animé un département qui s'appelait Nouvelles technologies et blockchain. Ah, la blockchain. Alors au début, c'est un client qui m'a invité à créer ce pôle-là. Je dis, t'es sûr? Il me dit, oui, tu verras, c'est le futur. C'est quoi la blockchain? Il me dit, ah, c'est assez simple. C'est un registre décentralisé, distribué, qui fonctionne avec une clé cryptographique asymétrique. Je ne comprenais pas un seul des mots qui qualifiaient la notion de blockchain. Il me dit, non, mais si tu verras, c'est assez simple. Registre distribué, décentralisé, clé cryptographique, il y a des mineurs. Il me dit, non, mais tu verras, une des applications, ça a été le Bitcoin, mais le Bitcoin, ça a fait sensation, mais c'est une des applications du logiciel global qu'est la blockchain, et la blockchain permet beaucoup de choses. Ça permet de transférer, il me disait, de stocker des actifs et une information, quelle qu'elle soit. Bon, j'arrivais toujours pas à comprendre complètement ce qu'était la technologie. Est-ce que certains d'entre vous connaissent la blockchain? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler? Plus ou moins. Si on vous demande de l'expliquer, ça va être un peu compliqué. Dans un dîner en ville, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et bon, ma compréhension a un peu évolué au gré de mes lectures, et quelques clients se sont venus à moi. Le premier, c'était un jeune médecin, polytechnicien, 22 ans, mec assez brillant. Et il me dit, maître, j'ai un logiciel qui permet de tracer les médicaments et d'éviter qu'ils soient corrompus. Je m'explique, il me dit, plus de 7 médicaments sur 10 en Afrique sont des faux médicaments. Waouh, 7 médicaments sur 10, il me dit, oui, c'est l'étude officielle de l'OMS. Il me dit, j'ai vu de mes yeux vus, il me dit, de la mort aura dans certains médicaments. Et il me dit, ça m'a traumatisé, et donc je veux, avec un logiciel, scanner médicament qui n'est pas contrefait, petit bonhomme vert, médicament qui est contrefait, petit bonhomme rouge. Fantastique, lui dis-je. Et je dis, c'est quoi? Ça marche comment ton truc, là, ta technologie? Elle me dit, mais c'est la blockchain. Ça commençait à devenir intéressant. Ensuite, autre client, il y en a eu entre-temps, évidemment, heureusement, pour nous. Autre client, et deuxième client, il me dit, moi, maître, j'ai la solution pour éradiquer la fraude aux élections. Il me dit, c'est très simple, vous mettez en place un protocole, tous les partis s'accordent sur le protocole, tout est tracé, tout est inscrit dans un grand registre, et il ne peut pas avoir de fraude électorale. Waouh! Plus de fraude, plus de fraude, plus de paperasse, plus de contestation. Il me dit, bah non, tout est écrit sur le registre. Le registre? C'est quoi? C'est la blockchain. C'est un mot un peu magique, mais réellement, ça avait une utilité. Troisième client, cette fois-ci une ONG. L'ONG me dit, maître, vous savez combien coûte la fraude et la corruption en Afrique? Je ne m'étais jamais véritablement intéressé aux chiffres. L'arithmétique édulcore mon plaisir, comme disait mon grand maître. Je ne compte pas. Et il me dit 142 milliards. 142 milliards? Et il me dit, vous savez combien il y a d'aides en Afrique? Je dis non. Il me dit 148 milliards. Donc il me dit, chaque fois qu'on investit 1 euro, en gros, à peu de choses près, le même euro se dissout à la faveur de la corruption. Waouh! Et il me dit, moi j'ai une solution assez précise qui permet de débloquer les fonds une fois qu'on est certain que le projet est avancé. Ça permet de tracer les fonds et d'éviter qu'il y ait des intermédiaires qui captent les flux.
Il me dit, moi j'ai vu, mais je m'en souvenais de cette expérience, des associations se faire racketter véritablement à l'entrée des villages lorsqu'elles allaient aider les populations. J'ai trouvé ça particulièrement scandaleux. Il me dit, non, non, mais on peut arriver à gérer ça assez bien, assez facilement d'ailleurs. Il suffit d'envoyer des fonds et de le débloquer de façon automatique à travers un contrat intelligent. Il me parlait de smart contract, je connaissais un petit peu la notion. Waouh! Et ça c'est la blockchain. C'est intéressant, et là, depuis, on fait presque plus que ça. On accompagne des clients dans leur transformation. Et on a refait un repas avec Michel et Issifou. Et je leur ai parlé, cette fois-ci, j'ai pris un petit peu la parole et je leur ai expliqué tout cela. Et on a convenu ensemble que, bon, c'est pas un propos banal, mais qu'un des problèmes en Afrique, c'est effectivement la confiance. Et que si on arrivait à résoudre ce problème, à donner envie, non seulement aux Africains, mais également au monde entier, d'y investir, d'implanter des sociétés, de mieux éduquer les populations, eh bien, on arriverait véritablement à faire de ce continent une absolue merveille. Parce qu'on garderait les valeurs et on améliorerait finalement cette crise de confiance actuelle. Et il n'y a pas aujourd'hui une technologie meilleure que la blockchain pour révolutionner justement cette crise de confiance. On a partagé ce constat. Le pessimiste l'était un peu moins, et l'optimiste, lui, était évidemment un peu inquiet des conséquences écologiques des protocoles actuels, parce qu'il faut en parler, c'est un vrai problème, mais on pense que la technologie va évoluer. C'est ça, la blockchain. C'est ça, ça permet de régler cette crise de confiance. Et c'est vrai que c'est absolument merveilleux, et que le futur peut arriver, à mon avis, plus vite que prévu. Et qu'on surestime souvent la vitesse à laquelle vont les choses, ou vont aller les choses. Ça, on le surestime, mais on sous-estime en revanche l'impact à long terme de cette technologie, de cette révolution. Souvent silencieuse parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. C'est de ça dont je voulais vous parler ce soir. La confiance. Maintenant, tout de suite, pour l'Afrique et pour longtemps. Merci beaucoup.